communication de cet après-midi s'appelle Le corps comme texte, jugement de goût et hégémonie culturelle. Juste avant de commencer d'entrer dans la communication, je voulais peut-être juste mettre en contexte un peu justement d'où est venu en fait ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, ça découle de mon mémoire de maîtrise qui a porté en fait sur le contexte américain. Je me suis intéressée à l'antagonisme racial noir et blanc aux États-Unis. Et l'idée est partie en fait d'une observation très banale. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je m'intéresse aux logiques de la différence. Et je m'étais rendu compte au travers de mes explorations, qu'il y avait une chose assez étrange, c'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, des formes de racisme, par exemple, ou de logique de la différence, je m'étais rendu compte qu'il y a une dimension qui est extrêmement évidente, mais qui n'est pas théorisée dans les canons, en fait, comme ils proposent au niveau des lectures analytiques sur ce sujet-là, qui est en fait la dimension esthétique et la dimension du jugement de goût. Et donc, je me suis dit tout simplement, dans le rapport à l'autre, s'il y a une chose qui apparaît de façon spontanée, du moins qui me semble spontanée, c'est d'abord la présence d'un corps dans sa manifestation justement esthétique, parce que ça présente en termes de texture, de couleur. Et j'étais extrêmement surprise de voir aussi bien dans les mouvements de la négritude en Afrique que dans les mouvements de revendication identitaire, notamment qui ont eu lieu aux États-Unis, qui n'avaient pas eu justement une tentative de théoriser cet objet-là dans la relation à l'autre. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée dans mon sujet dans le contexte du mémoire de la maîtrise et que en fait je vais vous présenter brièvement quelques lignes ici sur le thème des imaginaires de la communauté. Alors, je vais comme suit. Donc, en termes de problématisation, j'ai posé la question suivante. Comment la socialité esthétique des corps, plus précisément le jugement de goût, entendu comme la normalisation d'une idéalité esthétique, procédant du travail des apparences, œuvre-t-il dans le processus de collectivisation des esprits, c'est-à-dire de conversion des subjectivités en une communauté d'attitudes, de corps et d'esprit? Telle est la question à laquelle les têtes sensibles, un collectif d'écrivaines africaines-américaines, s'est donné pour tâche de répondre dans une anthologie parue en 2001 et intitulée Tender-Headed, a Combending Collection of Hair Stories, que j'ai amené ici juste pour les besoins d'illustration. L'œuvre problématise au sein de l'antagonisme racial noir-blanc aux États-Unis la condition subalterne des femmes racisées noires à partir de la formation historique des régimes d'altérité de couleur autour de l'égalité esthétique du corps capillaire. Le cheveu des Africaines-Américaines s'impose ainsi par des pratiques d'esthétisation dont il fait l'objet comme une interface performative d'un conflit de reconnaissance toujours d'actualité. Normé autour d'une esthétique manichéenne du good hair et du bad hair, traduisant la symétrie de ce rapport de force, ces pratiques expriment le vécu d'une souffrance collective de la domination et la nécessité d'écrire dans et par les corps le grand récit d'identité féminine noire. Le corps est ici perçu comme un texte, c'est-à-dire c'est un cryptogramme de l'hégémonie culturelle, puisqu'avec lui s'écrivent et se révèlent les grammaires cachées de la domination et les arts de la résistance. L'objet de ma communication est de rendre compte du caractère novateur du point de vue heuristique, les dimensions que mobilisent les têtes sensibles, donc ce collectif d'auteurs, dans leur procès justement de ce que moi j'appelle la collectivisation des esprits, c'est-à-dire l'invention d'une communalité ontologique autour du beau comme enjeu de pouvoir. Juste pour donner un peu le ton, ici le texte est évidemment en anglais, mais j'ai choisi de vous lire juste un tout petit passage qui, en fait, constitue l'exorgue dans ce bouquin-ci, pour vous donner un peu le ton dans lequel, en fait, est problématisée la question aussi de la reconnaissance. Alors, dans l'exode, on peut lire, dans traduction libre, « Nos cheveux parlent d'une voix aussi fragile que le coton. Si vous écoutez attentivement, que vous posez délicatement votre oreille dessus, il vous murmurera ses secrets. Il évoquera d'abord la douce quiétude qu'il connut autrefois dans son Afrique natale, avant d'en être brutalement arraché. Ensuite, il vous racontera toutes les souffrances qu'il a endurées. Il parlera notamment des haillons qui ont longtemps recouvert son corps et des suées perdues dans la fournaise des champs du Sud. Enfin, il vous dira qu'aujourd'hui encore, il continue de chercher inlassablement un endroit qui lui soit propre, quelque part entre l'Afrique et l'Amérique, quelque part entre l'extravagance et la modération, et quelque part entre le socialement acceptable et la satisfaction personnelle.
Alors un des personnages justement de l'Exode va dire à un moment donné, je vais me vider le cœur, je vais me décharger de ce fardeau qui m'accable, mais si je dois le faire toute seule, cela me prendra encore 400 ans. J'ai donc besoin de votre aide, j'ai besoin que vous, les têtes sensibles, alliez au plus profond de vous-même, que vous révéliez ce qu'il y a dans votre cœur, ne vous gardez aucune gêne, car je crois que c'est de cette façon qu'il nous sera possible aujourd'hui de guérir. L'ambition de signification des têtes sensibles, qui est celle de créer une identité collective féminine noire, s'enracine en réalité à l'intérieur d'un écueil qui constitue la pierre angulaire de leur entreprise. Et c'est fondamentalement de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit en fait de la prise de conscience de leur part que l'efficacité d'un système d'hégémonie culturelle repose entre autres sur le fait que les rapports de pouvoir réalisent la gestion d'une économie des affects chez le sujet subalterne, participant à l'étouffement ou à la limitation de sa puissance onirique comme opération d'émurgie créative et subversive. Par puissance onirique, j'entends le mode de préhension et de signification du réel qui relève de l'exercice de la faculté d'imagination, de représentation et de projection de soi et de l'autre à l'intérieur d'une conception temporelle de sa trame existentielle, donc passé, présent, futur. Ainsi, la problématique de la reconnaissance, telle qu'articulée par les têtes sensibles au sein de l'antagonisme racial noir-blanc aux États-Unis, s'articule autour de deux enjeux qui, en fait, constituent les deux grandes découvertes de la recherche, à savoir, d'une part, que l'évidence s'impose sous la forme d'une croyance qui semble partagée des deux parts des protagonistes, que la définition sociale d'un idéal normatif du beau est un prérequis à l'émergence de la conscience collective et que cette définition atteste non seulement d'une habilité à signifier le monde, mais de plus, elle serait la manifestation tangible d'une humanité conquise qui peut de ce fait être légitimement revendiquée dans le rapport avec autrui. Or, d'autre part, dans le contexte observé, cette habilité de signification est vécue comme un déficit par le sujet subalterne en raison d'une économie des passions tristes engendrée dans la capitalisation de la souffrance tout au long de l'historicité de ce rapport de domination et d'un sentiment de disqualification sociale à la prétention esthétique. Donc, ce sentiment de disqualification sociale qu'induit l'idéologie de l'inégalité fondamentale entre les deux groupes ici qui sont mis en opposition, sur laquelle repose en fait ce rapport. Il existe donc, pour les têtes sensibles, une oppression esthétique de genre qui émerge du dynamisme contingent de plusieurs systèmes d'oppression, qui serait le patriarcat dans le vécu de son double standard à la fois au sein de la communauté et vis-à-vis du groupe dominant, et la performativité d'une matrice coloniale au sens de Quijano, qui serait toujours opérant dans les arts de la culture populaire et dans lesquels s'inscrivent notamment les pratiques d'esthétisation du corps, et dans le contexte qui nous concerne ici, celles prévalant autour du cheveu. Ainsi, le second enjeu qu'elle pose au regard de la complexité des rapports sociaux qui organisent leurs revendications et leur appel à la structuration d'une culture populaire féminine noire est l'enjeu du seuil de la puissance onirique du sujet subalterne. J'aimerais vraiment insister sur cette idée de seuil. Les têtes sensibles posent précisément la question de savoir quelles sont les conditions de possibilité et d'activation d'une agentivité radicale dans sa capacité à se dire, à se représenter, à dégager des horizons utopiques, plus fondamentalement, à organiser l'efficace symbolique d'un mythe d'identité collective. Autrement dit, comment un discours d'identité devient-il une fiction narrative partagée? Le grand apport des têtes sensibles sur la réflexion sur le pouvoir, dans sa dialectique entre création ou invention du collectif et le contrôle de celui-ci, c'est de nous introduire au fait que le rapport de domination dans sa médiation symbolique autour d'un objet idéal comme le beau crée en fait des effets de clôture du réel que traduisent par exemple les frustrations de désir, le sentiment de résignation, dans un univers quelque peu kafkaïen dans la mesure où il semble déterminé d'avance et exacerbé justement par l'économie des passions tristes dont je faisais mention tout à l'heure, dans le vécu de la condition subalterne. L'autre apport des têtes sensibles est qu'elles nous invitent par le biais de leur exemple à considérer que l'activation de la puissance onirique ne peut se soustraire d'une thérapeutique du discours, plus concrètement d'une catharsis. C'est donc nous inviter à investiguer du point de vue de la connaissance sur l'idée selon laquelle, quelles que soient les formes d'agentivité des sujets, dans l'hétérogénéité de leurs expressions, qu'il s'agisse de tactique ou de stratégie au sens de Desserteau par exemple,
ou de déficit dans la puissance numérique. Ces formes d'agentivité sont des modes d'expression rhétorique dont il est nécessaire d'en définir les répertoires afin de mettre en évidence les enjeux polémiques qui œuvrent au procès de signification du social autour de la formalisation d'une communauté de corps, d'attitude et d'esprit. Enfin, le texte sensible pose la question centrale du statut du jugement de goût dans la formalisation des systèmes ontologiques, dans leur vocation à produire le même et le différent. Merci. Merci.